Rétorsion du laïc. Donc j'ai pas intérêt à dépasser le quart d'heure, si je comprends bien. D'abord, merci à tous, merci à Karim et à Renaud pour cette invitation, merci de nous donner la possibilité à nouveau, comme ça a été le cas très fréquemment dans le passé, que ce soit devant l'ambassade allemande, que ce soit devant l'ambassade hongroise, que ce soit pour soutenir Tommy Robinson ou dernièrement avec Patrick Jardin pour lutter contre le concert du Bataclan. Merci de nous donner la possibilité, notre mouvance patriote, de mener les combats exemplaires et quelque part peut-être d'être la mauvaise conscience de ceux qui ne les mènent pas. Donc je vais d'abord rendre un petit hommage à Gérard Boyadjian, qui faisait de nombreuses références cinématographiques ce matin, en disant que nous ne sommes pas ici pour vous rejouer un énième épisode de Don Camillo, et que nous ne sommes pas ici pour jouer les Don Camillo et Pépone. Je préfère de beaucoup l'esprit d'Aragon, cette vieille crapule stalinienne, par ailleurs capable d'écrire un horrible poème, La Rose, comment vive le Yépéou, mais aussi capable d'écrire ce magnifique poème, La Rose et le Réséda, où il parlait du combat commun de celui qui croyait au ciel et de celui qui n'y croyait pas. Je préfère de beaucoup, pour répondre amicalement à l'abbé Pagès, le propos de Victor Hugo, du grand Victor Hugo, à l'époque catholique, en 1850, qui, du haut de l'Assemblée nationale, criait « Je veux l'État chez lui et je veux l'Église chez elle », ce qui est le socle de la laïcité et du modèle qui nous a convaincus et qui nous a satisfaits, j'ai envie de dire, pendant des années, jusqu'à ce que l'islam, dans les années 80 et 90, vienne remettre en cause cet équilibre. Alors, cette introduction effectuée, je voulais insister sur une chose. Très souvent, autour de nous, vous avez des copains, par ailleurs d'une énorme candeur, qui s'écrient « Oh là 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 là, si nos politiques savaient, si nos politiques étaient au courant au niveau de la réalité sur l'islam, il faut qu'on leur ouvre les yeux, il faut qu'on leur apprenne que l'islam, c'est 270 millions de morts depuis 14 siècles, chiffre d'un chercheur américain, Bill Warner, 270 millions de morts depuis 14 siècles, c'est juste un oradour sur glane tous les jours. Il faut qu'on leur apprenne, s'ils le savaient, bien évidemment, qu'ils cesseraient d'annoncer ce qu'ils annonnent. Il faut qu'ils sachent que dans le Coran, il y a au moins 500 sourates qui apprennent à tuer qui des juifs, qui des femmes, qui des apostats, qui des infidèles, qui tout ce qui n'est pas musulman. Il faut qu'ils sachent que depuis 2001, il y a eu 35 000 attentats mortels commis au nom de l'islam. Il faut qu'ils sachent que, naturellement, la finalité de l'islam, c'est le grand califat, et c'est donc l'éradication sur terre de tout ce qui n'est pas musulman. Et nos candides camarades de dire, quand les hommes politiques sauront la vérité sur l'islam, bien évidemment, ils vont changer leur fusil d'épaule. Hélas, camarades, ils savent. Ne soyons pas candides. Nos hommes politiques ne sont pas si stupides que nous le croyons. Certes, ils n'ont pas étudié toute l'histoire, peut-être comme nous. Certes, ils ne connaissent pas l'ensemble des exploits de la religion d'amour, de tolérance et de paix. Mais globalement, ils connaissent la finalité de l'islam. Alors les gens nous disent, enfin c'est pas possible. Ce que vous dites, c'est désespérant. S'ils savent, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire qu'ils livrent leur peuple, qu'ils livrent leur pays, qu'ils livrent leur civilisation à l'ennemi. Bah oui. Bah oui, hélas, la vérité est cruelle, bah oui. Alors les gens vous demandent, mais enfin pourquoi font-ils ça? Bah, réfléchissons, quand vous faites de la politique aujourd'hui, dans la France des années 2018, donc les hommes politiques que vous avez sont en général des personnes qui ont commencé leur engagement politique dans les années 1990, dans les années 2000, chez Macron peut-être un peu plus tard, on ne fait pas politique pour un idéal. C'est fini ça. On fait politique pour une carrière. La plupart des gens qui sont en politique, et je vais parler notamment de la gauche, ne sont pas du tout des gens qui se sont engagés dans la politique par un idéal. La plupart, ce sont des gens qui ont commencé par le syndicalisme étudiant, qui sont rentrés dans les associations dites antiracistes et SOS Racisme, qui sont rentrés au Parti Socialiste,
qui sont devenus attachés parlementaires à 22 ou 23 ans, 2 jours de travail par semaine et une excellente paye, qu'on finit par être élus dans un appareil, qui ont joué le bon cheval, jamais une bataille d'idéal. Hein. En gros, vous jouez Fabius contre Rocard, vous n'allez pas me dire que c'est une bataille d'idéal, mais il faut jouer le bon canasson. Et qui finissent par faire une excellente carrière dans le Parti Socialiste, ils sont maires, s'ils se tiennent bien à table, ils peuvent devenir députés, et s'ils se tiennent encore mieux à table, ils peuvent devenir ministres. À partir du moment où ils sont dans cette carrière, ils bénéficient quand même de l'ensemble des avantages que donne le pouvoir. Quand on est homme, on va dire que c'est un peu plus facile, quand on est maire, quand on est député, on va dire d'avoir quelques femmes un peu plus facilement. Et d'autre part, d'excellentes retombées sur investissement. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux, j'en suis absolument convaincu, bénéficient de lieux de repli, de lieux d'évasion possibles si la situation tourne mal. Je vais vous citer un exemple. Harlem Désir, ne croyez pas que parce que je cite Harlem Désir, c'est à cause de la couleur de sa peau. Hein, c'est un exemple vraiment caricatural. Harlem Désir a été député européen pendant 15 ans. Un député européen, ça tourne à 10 000 € par mois. Harlem Désir s'est retrouvé dans le gouvernement à l'époque où Hollande était ministre. Il y a eu obligatoirement un relevé du patrimoine. Harlem Désir a déclaré au bout de 15 ans de député européen un patrimoine de 48 000 €. Soit il est un très mauvais gestionnaire, c'est possible, mais c'est inquiétant qu'il était dans un gouvernement et qu'il ait dirigé quand même le plus grand parti de France à l'époque, c'est le PS, soit l'argent est ailleurs. Donc, les politiques, ne croyez surtout pas que les politiques ne savent pas. Les politiques savent et vendent délibérément le pays à l'ennemi pour leur confort personnel. L'Église catholique, et je sais très bien, je ne mets pas toute l'Église, je sais très bien que dans l'Église, il y a des résistants, nous avons le plaisir de mener des combats ensemble, notamment avec l'abbé Pagès, mais il faut reconnaître que l'attitude de l'Église catholique face à l'offensive islamiste est pour le moins masochiste, ou alors part d'une autre vision. C'est notamment le cardinal Thorin, qui est un conseiller du pape, expliquait que grâce aux musulmans, Dieu est de retour en Europe. Et donc, il y a l'espoir, à travers le retour des musulmans et la réintroduction de la foi, d'une espèce d'alliance des religieux qui éradiquera le diable, le matérialisme, l'athéisme et tout ce qu'ils détestent. La gauche, j'ai écrit qu'elle était la putain de l'islam dans un livre, la gauche patriotique a été éradiquée par la gauche libertaire mondialiste. Vous aviez une gauche patriotique dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, la gauche internationaliste a totalement éradiqué cette gauche patriotique qui existait. Et donc, il y a une haine de soi, il y a une haine de la France, il y a la volonté d'un monde sans frontiériste, d'un monde, l'État-nation, c'est une prison, c'est une caserne. Et donc, il y a la volonté qui va totalement dans le sens des gens qui nous dirigent, qui veulent imposer une mondialisation, d'en finir avec les États-nations, et l'islam est un excellent moyen pour cela. Alors maintenant, on va gratter un petit peu là où ça fait mal. Comment expliquer que des gens dont on peut penser qu'ils sont un peu plus conscients et qu'ils ont des idéaux quand même patriotiques, je veux parler du Front National, comment peut-on expliquer qu'une femme comme Marine Le Pen puisse expliquer que l'islam est compatible avec la République? Vraie question, il y a deux solutions. Soit elle le croit, et c'est épouvantable. Si elle le croit réellement, c'est épouvantable. Soit elle ne le croit pas, et croyant faire un numéro de takia, hein, puisqu'il n'y a pas que les musulmans, après tout, qui peuvent faire de la takia, croyant faire un numéro de takia, elle désarçonne complètement les siens, et elle ne gagne absolument pas pour autant la reconnaissance des médias officiels et du politiquement correct, pour qui, de toute façon, elle sera toujours la femme à éradiquer. Donc, un discours totalement contre-productif. Alors, il ne faut pas non plus nier les choses. Critiquer l'islam expose, nous le savons. Moi, par exemple, je fais tous les jours une chaîne YouTube. Je fais tous les jours une vidéo YouTube. Je dis beaucoup de mal de Macron, je dis beaucoup de bien des Gilets jaunes, je dis beaucoup de mal de la bien-pensance, des gens du showbiz et de tous ceux qui nous exaspèrent les uns et les autres. Je n'ai jamais le moindre problème.
je me suis fait virer 2 vidéos. La première vidéo, c'était quand notre ami Sébastien avait été reçu par Hanouna, dont j'ai entendu dire pique-pendre ce matin, à juste titre. J'avais eu le malheur de dire que chez Hanouna, on n'avait pas le droit de dire que l'assassin de Strasbourg était un musulman. Je me suis fait virer une vidéo pour avoir dit ça. Une autre vidéo, je faisais tout un petit numéro d'humour entre les Shadocks et les Gibis que nous avons connus à une époque, et j'ajoutais, pour faire un petit peu plus actuel, qu'il y avait des ramulots qui égorgeaient les Gibis. J'ai dit que les ramulots égorgeaient les Gibis en criant à la barre. Une vidéo en moins. Et donc ça vous oblige, si vous n'êtes pas totalement idiot, ça vous oblige quand même à une légère autocensure, et j'ai décidé de ne plus parler jamais de l'islam sur YouTube. J'ai d'autres outils pour le faire, mais sur YouTube, je ne le ferai plus parce que, malgré tout, c'est les meilleures chaînes, c'est celles qui vous donnent le plus de relais. Alors, dernière chose, sur justement cette takia, moi j'avoue que souvent les copains nous disent « c'est bien, vous n'avez pas peur, vous y allez, vous dites l'islam, vous ne tournez pas autour du pot, il n'y a que Zemmour et vous qui le faites, vous vous abritez pas derrière islam radical, derrière islam conquérant, derrière islam violent, derrière islam extrémiste, derrière islamisme, vous dites islam ». C'est vrai qu'on aimerait bien quand même que dans la mouvance, enfin, j'ai envie de dire, les gens appellent un chat, et que les gens parlent de l'islam, comme la laïcité d'ailleurs, sans mettre d'adjectif derrière. L'islam se suffit. Et je trouve que c'est commencer à dire, à mettre un adjectif derrière islam, c'est commencer à s'auto-censurer. Et je pense que dans la mouvance patriote, il faut éviter ça encore plus aujourd'hui. Et je terminerai, puisque certains ont fait des références à mon engagement de gauche passé, je terminerai par une citation de Jaurès pour compléter ce que je disais. Le courage, camarades, c'est de chercher la vérité et de la dire. Merci. Bravo.